Salut tout le monde! Bienvenue à On Jase Là, l'émission où on vous parle d'un nouveau sujet à chaque semaine. Marc-André au micro. Et cette semaine, comme à l'habitude, je suis entouré de Rosemary. Allô! De Samuel. Bonjour! Et notre invité cette semaine, Eve Godet. Salut! Ça va bien, Eve? Ben oui, merci vous aussi. Oui. Très bien. Merci d'être là. Ben merci de m'avoir invité. Donc, toi, t'es bachelière en communication. Oui, exactement, Puis, nouvellement, depuis avril dernier. Ben, félicitations. Merci, c'est gentil. Et puis, justement, aujourd'hui, tu viens nous parler, nous faire un petit historique de l'histoire de la radio au Québec. Exactement. Puis comme on se disait hors d'onde, je veux pas avoir la prétention aujourd'hui de faire l'historique de la radio, de dire en fait, de m'avancer sur le fait que je veux faire un historique complet, mais j'ai soulevé quelques faits saillants d'un livre qui m'a passionné, L'histoire de la radio au Québec, information, éducation et culture de Pierre Pagé, que je vous présenterai un petit peu plus tard. Je vous présenterai aussi qui est Pierre Pagé. Et voilà, ça va me faire plaisir avec vous de faire le tour de ma passion, parce que oui, la radio, c'est ma passion. Super, je pense. Et dans notre histoire, faut le dire, parce que au final, évidemment, le podcast étant le produit, le dernier produit. l'évolution Dérivé. finale, oui, L'évolution en fait finale. compte, ouais, c'est ça, on est rendu là. Ouais, donc un sujet qui est près de la maison cette semaine. Effectivement. Donc, j'ai bien hâte qu'on parle de ça. Mais avant toute chose, Rosemary, qu'est-ce qu'on boit? Donc, cette semaine, on boit la Doris de la microbrasserie Le Naufrageur, située à Carleton. Donc, c'est une lager pâle, donc une blonde, à 4% d'alcool. C'est une bière à la robe dorée très pâle et à l'effervescence moyenne. Elle a aussi un collet assez mince. Au nez, c'est vraiment une bière qui est très peu odorante. J'ai eu un peu de difficulté à voir à quoi m'attendre en fait en la sentant. On a vraiment des légères notes de céréales, puis des notes aussi légèrement florales, mais sans plus. En bouche, on a vraiment des notes de malt frais, un petit côté floral ou fruité, mais ça reste quand même très subtil. C'est une bière qui est ni sucrée ni amère, vraiment pas du tout amère en fait. En conclusion, c'est une blonde qui ne sort pas du tout des sentiers battus, mais qui ne prétend pas le faire, je crois. Je pense que le but premier de cette bière-là, en fait, c'est de désaltérer. Puis je trouve qu'elle remplit très bien son objectif. C'est une belle petite bière d'été sans prétention. Ouais, c'est une belle petite bière sympathique qui pourrait être efficace pour des soirées qu'on veut très arrosées, mettons. Oui, ben 4%. Parce qu'elle se voit très bien. 4% d'alcool seulement, mais... on en prend plusieurs. Exactement, Un voilà. après-midi arrosé au soleil. Ben oui, c'est le Surtout beau au soleil de soleil. novembre. Il fallait qu'on en parle aujourd'hui avec la tempête qu'on a eue. Ouais, c'est Et ça. en plus, Donc voilà, c'était la Doris de la microbrasserie Le Naufrageur. Merci beaucoup, Rosemary. Ça me fait plaisir. Maintenant, Eve, le micro est à toi. génial, ok. Fait que comme on disait tantôt, comme je vous disais tantôt en fait, je vais vous relater l'histoire de la radio au Québec, écrite par Pierre Pagé. Donc le livre en fait est éponyme, l'histoire de la radio au Québec, information, éducation et culture, paru aux éditions FID, que je vous conseille fortement d'aller vous procurer ou d'aller le louer, hein, parce que les bibliothèques sont pas assez fréquentées. Petite parenthèse, je l'ai Ben vu, oui. j'étais allée louer mon livre, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée à la bibliothèque et moi je suis nouvellement à Longueuilloise. Il n'y a personne dans les bibliothèques, c'est fascinant. Bon, fait que Bref. le livre va être facile à trouver, gang. Moi c'est ça! Pour les résidents de Longueuil, du moins. Ouais, c'est ça. Moi c'est ça. Mais pas cette semaine. Mais je sais pas, Non, vous, pas cette y allez-vous souvent à la bibli? Hey. Petite parenthèse, mais moi, Je me souviens même pas la C'est dernière ça, fois. hein? À part des bibliothèques universitaires. Exact. C'était dans mes ça, études. moi aussi, là. ouais. Bibliothèque Exact. Ça municipale. compte pas, ouais. Non, moi, je Ouais, pense que la non. dernière fois, ça fait peut-être 4 ans. C'était dans le cadre d'un travail Oui. universitaire que j'ai dû aller me chercher un livre. Mais, ouais, ça fait 4 ans quand Un même. petit bout. C'est Un ça. petit bout. Faut dire aussi que le livre est vraiment facile d'accès aujourd'hui avec les liseuses puis les appareils pour les lire, que ce soit, bon, moins l'ordinateur, mais plus les tablettes, les téléphones, etc. Donc les gens, je les vois beaucoup lire sur leurs appareils électroniques. Je pense pas qu'on lit moins, mais effectivement, on va avoir moins tendance à se déplacer, ben, un peu comme les clubs vidéo ou bien d'autres services qu'on peut consommer sur Internet. Ou reste que les versions téléchargeables restent quand même tu sais, sur l'ordinateur. Tu disais pas vraiment l'ordinateur, mais en fait, il y a beaucoup de livres qui sont téléchargeables qu'on peut tout simplement imprimer chez soi. Là. Oui, c'est vrai, Ce mais qui est souvent, il rare. faut payer aussi pour Oui, ça. Tu sais, ce que j'aime exactement. avec le principe de la bibliothèque, c'est complètement gratuit. Oui, la carte aussi d'accès à la bibliothèque, au service, est gratuite. Mm. Fait que bref. petite Allez des parenthèse. bibliothèques. Ah ouais, c'est faites ça. donc Allez Gâtez-vous cette semaine. Vous pouvez louer des jeux dans certaines bibliothèques. Hein. Oui, on C'est peut louer vrai. des films, des De la jeux, des musique. séries télé, Ouais. de la musique. Fait qu'on est niaiseux de payer pour plein d'affaires.
Oui, On est bien bien sûr. la Non, culture non, est pas à de portée de main pour tous. Exactement. Finalement. Donc, bref, qui est Pierre Pagé? Je sais que vous voulez demander depuis tantôt. Pierre Pagé, c'est un professeur associé à l'UQAM. Il est chercheur en histoire de la radio, donc on peut lui accorder cette crédibilité-là. Et il a été un des fondateurs de l'Association des études sur la radio-télévision canadienne et il a dirigé pendant 10 ans la revue Fréquence qui se dédie complètement à l'histoire de la radio. Il est chroniqueur, animateur, réalisateur aussi à Radio Ville-Marie, qui aujourd'hui est Radio VM. Et il a été aussi le président de cette station-là. Il est l'auteur, évidemment, de nombreux articles et ouvrages sur la radio et la télévision, comme celui-ci. Et moi, je me suis inspirée de ce livre-là que je trouve vraiment complet. Lui, Pierre Pagé, pour écrire cette histoire, il a fait œuvre d'archéologue pour reconstituer des ensembles à partir de fragments. Et effectivement, c'est le cas. Il y a énormément de recherches. Parfois, je trouve que c'est dur de le suivre là-dedans. Mais bref, ça, c'est ma seule petite critique du livre. OK? C'est fait. C'est fini, on la met de côté. On en parle le seul négatif. Ouais. Des fois, ces citations, je trouve, puis ces notes de bas de page sont un peu chaotiques. Mais bref, reste que tout ce qu'il y a là-dedans est clair, puis c'est fait avec beaucoup, beaucoup de minutie. Donc, moi, j'ai aimé la façon par laquelle il a apporté justement son analyse en commençant par relever les balbutiements de l'invention de la radio avant de se pencher sur l'histoire du Québec. Donc, si vous voulez, si ça vous tente, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, surtout pour nous mettre dans l'ambiance de l'époque, pour vraiment comprendre ce phénomène-là de l'avènement de la radio ici. C'est bon? Excellent. Ça serait bien maudit qu'on dise non. Regarde, je me serais virée, je vais le enlever. Mais non, c'est super. Génial. Ben, avant qu'on commence à rentrer là-dedans, est-ce qu'il y a quelqu'un de vous trois qui connaît l'histoire de l'invention de la radio, qui sait peut-être qui a inventé la radio? Je pense que Sam, c'est probablement lui qui aurait le plus de chances de le savoir. Il me fait signe que non. J'aurais tendance à dire Thomas se dessine parce que tout est inventé. Là. Ou tout volé. Il a tout volé, bon. Ouais. Oh, ok, On lancera pas ça, là, mais... Ben, en fait, non. T'es quand même un peu loin, mais à la fin de la chronique, vous allez voir, on va tous être sur la même fréquence. Oh! Ah, là, je suis content. Merci. C'était intégré très bien l'émission. C'est ça, c'est fait. Check. Donc, OK, on commence. On se transporte en novembre 1886. Donc, oui, il y a 132 ans. OK, fait que déjà là, ça me donne un indice. Tu sais, quand je vous disais, faut vraiment qu'on comprenne l'époque à laquelle c'est arrivé. C'est pour ça. Ça fait pas juste 20 ans que la radio existe. Non, 132 ans. Et on est en Allemagne. Donc, il y a un certain scientifique du nom de Heinrich Hertz. Hein? Aimez-vous mon accent allemand? Excellent. Donc, Hertz, c'est H-E-R-T-Z. Comme la fréquence. C'est ça! Bon, c'est pour ça que j'allais appeler, merci. C'est fort. Comme les Donc, que ça locations me de dise quelque voitures. chose. C'était ça le lien. Il a aussi inventé l'automobile. Ah, ouais, grosse vie. Dans la partie 2. Ça va être dans le prochain épisode. Parce que, tu sais, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'écouter la radio en char? Oh! Voilà, tout est dans tout. Tout est dans tout. Donc, bref, oui, comme on disait, Heinrich Hertz découvre les ondes qui portent aujourd'hui son nom, donc c'est-à-dire les ondes hertziennes. La fréquence, on y reviendra, mais bref, les ondes hertziennes, qu'est-ce que c'est? Lui, il a découvert des ondes électromagnétiques qui transportent de l'énergie, évidemment comme toutes les ondes, mais ce sont les premières ondes qui peuvent aussi transporter quoi, selon vous? Le son. C'est bon. Plus Je pense que c'est ça. pas assez précis. Mais c'est de l'information. Fait que t'étais pas loin, c'est Ok, peu importe que ce soit du son, de l'écriture, c'est de l'information qu'elles peuvent transmettre. Et comment? Là, je m'avance puis j'aurais douté que vous le sachiez. En fait, c'est entre autres en se propageant à la vitesse de la lumière. Qui est... Non, c'est pas... C'est tapé. Ok. 300 000 mètres à la seconde. Merci. 300 000 km! Et regardez mes notes. Il l'a même pas eu. 300 000 km par seconde, le bel essai Samuel. Et oui, effectivement, c'est très rapide, 300 000 km par seconde, mais pensez-y, c'est ce qui fait que quand on est à Drummondville, on peut se syntoniser sur la même fréquence qu'à Montréal. Puis c'est ce qui fait qu'on peut être en live, que l'information, justement, traverse le mur du son. Ouais, si je ne À la vitesse m'abuse, de la lumière, oui. si je ne m'abuse, la télévision aussi, c'est comme ça que ça a commencé, là, la diffusion. C'est les fameuses antennes, les fameuses oreilles de lapin. De lapin. C'est exactement ça, puis c'est pour ça que la télévision est apparue après. T'sais, on a commencé par la radio, puis ensuite on l'a développé pour en faire le média de la télévision. Et c'est ça.
Fait intéressant, aujourd'hui, la fréquence de ces ondes hertziennes est exprimée en hertz, comme on disait tantôt. C'est devenu un peu une unité de mesure. Mais savez-vous c'est quoi la fréquence d'une onde? Juste pour qu'on soit tous à la même fréquence. C'est le nombre d'oscillations par seconde que la fréquence a fait. Okay? Donc, parmi les ondes hertziennes, parmi ces ondes-là qui passent par les postes de radio, on en retrouve 2. Lesquelles selon vous? AM. Les ondes. Yes. OK. Alright. C'est bon. Donc, les ondes AM, avec une portée de plusieurs centaines de kilomètres, étaient autrefois utilisées. Vous allez comprendre pourquoi. Les ondes, oui, FM, la fréquence est plus élevée que les ondes AM et a une portée plus petite. OK? Fait qu'une dizaine de kilomètres. Fait qu'on pourrait penser qu'elle est moins pratique que la AM, mais là, ça va être important d'être attentif parce que je vais vous expliquer le fonctionnement d'une émission de radio. Hey, j'ai des flashbacks de cours de sciences de secondaire 4. Et là, on se rend compte, j'aurais dû écouter plus que ça. C'est à peu près une des seules pommades à l'année que j'ai écoutées. Génial. Ben, tu me diras si ça te dit quelque chose, si tu veux rajouter quelque chose. Je te fais confiance. Mais en fait, on fait confiance à Pierre. Faut pas oublier de le mentionner. Hein? Tout ça relate de M. Pagé. Donc, en fait, pour diffuser une émission de radio, la voix de l'animateur est transformée en signal électrique par le micro. Jusqu'ici, ça va. Ce signal électrique-là varie au même rythme que la voix. Fait qu'on dit qu'ils ont la même fréquence. OK? Par contre, cette fréquence-là est beaucoup trop basse pour que le signal soit transmis sous forme d'ondes électromagnétiques. Fait qu'elle pourra pas voyager. OK? Fait que la fréquence, elle va juste rester ici dans notre pièce, c'est juste toi qui vas l'entendre. Fait que là, pour qu'elle voyage, il est nécessaire de fabriquer un signal électrique alternatif à très haute fréquence, transmis à l'antenne, pour qu'elle émette d'abord une onde porteuse. Tu comprends? Fait que là, c'est tellement complexe, mais en fait, on a juste inventé une antenne pour apporter ces ondes-là à une plus grande portée, en fait. Fait que c'est plein de petites inventions mis bout à bout qui permettent de transporter la voix d'un animateur juste en mélangeant notre signal électrique de basse fréquence, celui qui correspond à la voix de l'animateur, au signal électrique de haute fréquence. Là, vous me direz, est-ce que c'est clair? Oui. Moi? Nice. J'espère que ça l'est pour les éditeurs aussi. Nice, c'est ça. Reculez de 30 secondes. Reculez un petit peu parce que c'est ça, hein? Ouais, des fois, c'est juste les ondes, c'est beaucoup de mots. Ouais. Mais en fait, c'est quand même relativement simple. Il fallait y penser. Donc, bref, pour faire ce mélange-là d'ondes, pour que ça se rende, pour que le son se rende jusqu'à nous, jusqu'à l'auditeur, pour qu'il y ait un récepteur, OK? Il existe 2 façons. Les fréquences AM, les fréquences FM. OK? Fait que vous voyez pourquoi je vous ai tout expliqué ça, c'est pour qu'on comprenne aussi les fréquences AM, FM, pourquoi il n'y a plus personne. Parce qu'au début, toutes les postes de radio étaient principalement sur la AM. Mais en fait, c'est ça que le message se rende, pour la radio AM, il faut qu'on change l'amplitude, c'est-à-dire la hauteur des oscillations. Et la fréquence, on se souvient que c'est juste le nombre d'oscillations par seconde qu'il faut changer. Donc, c'est plus simple de changer la fréquence que l'amplitude. OK. C'est simplement pour ça qu'on a décidé après de tout aller vers la FM parce que ça grichait moins. Puis effectivement, vous regarderez aujourd'hui que si vous allez sur vos postes AM, ça griche pas mal. C'est pas très stable non plus, on peut perdre le signal. Effectivement, un signal de moins bonne qualité. C'est exactement pour ça. Fait qu'il reste pas beaucoup de postes parce que maintenant, on a mergé la fréquence FM. Donc, et je sais pas si vous saviez, mais c'est pour ça le nom AM, FM, Je commence à avoir un amplitude de modulation d'amplitude, la fréquence de modulation. C'est FM, fort. AM, ouais, hein, c'est cool, une fois qu'on le sait, après ça, on va s'en souvenir. Bref. OK, naturellement, toutes ces découvertes-là, qui découvrent des nouvelles ondes et tout, de Hertz, sont hyper populaires et révolutionnaires, puis sont présentées dans les cours de physique à travers le monde. Entre autres, à l'Institut technique de Livorno, en Italie, alors que l'inventeur de la radio y étudie. Mais là, tantôt, vous m'aviez dit que vous ne saviez pas c'est qui. Je vous l'apprends, c'est Guglielmo Marconi. Et là, Marconi, pas comme les pizzas. Évidemment. Moi, c'est ça. Donc, lui, il se passionne pour les travaux d'Hertz. Et 8 ans plus tard, donc en 1894, seulement après la découverte de ces ondes, Hertz meurt. Et oui, c'est triste, mais Marconi est alors âgé seulement de 20 ans. Donc, vous vous en doutez, il s'inspire des travaux qui l'ont tant passionné à l'époque et il utilise ces travaux-là pour inventer un moyen de communiquer sans l'aide de fil. Donc, la TSF, la télégraphie sans fil. C'est les premiers balbutiements de la radio. Évidemment,
il réussit à faire l'invention du TSF et en seulement 1 an. Donc oui, un petit génie. Il réussit à transmettre des signaux sur une distance de 1400 mètres. OK, c'est presque rien, mais il a quand même réussi. Et grâce à ce qu'on appelle aujourd'hui l'émetteur de Marconi. Fait que c'est pour ça que ça porte son nom aujourd'hui. Et je vous invite à aller voir le schéma sur Internet. Vraiment, c'est très intéressant de voir la simplicité d'une petite chose, mais qui est vraiment si complexe, on l'a vu. Avec mon introduction sur les ondes et tout, c'est vraiment complexe, mais en fait, c'est très simple à manipuler. Donc bref, lui, en 95, donc 1 an plus tard, il propose son invention Ministère des Postes italien, qu'il prend zéro au sérieux. Okay? Fait que là, il se fait dire par qui est tout le temps là pour nous? Notre mère! Fait qu'il se fait dire par sa mère, en fait, de partir pour l'Angleterre, où il va rencontrer également le ministre des Postes et Télégraphes. Et là-bas, ils sont tellement enthousiastes face à sa découverte qu'on veut lui prêter un assistant. OK? Fait que là, il se met à faire des tests pendant 1 an. C'est en 96 qu'il dépose un brevet sur son émetteur parce qu'il réalise que ça fonctionne. Donc, il officialise en même temps son invention. Puis ça crée une polémique dans la presse. Parce que là, on dit qu'un Italien émigré oserait défier les scientifiques britanniques. Les maudits immigrants! Mais c'est ça, on voit que ça date pas d'hier, hein? Tenez compris avec les immigrants. Donc voilà, là, dans toute cette polémique de la presse, il est convié à faire une présentation devant la Royal Society. Et grâce au succès de cette présentation-là, le gouvernement italien finalement revoit son attitude et l'invite en juillet à faire une démonstration à bord d'un navire, le San Martino. Je sais pas si ça vous dit de quoi, c'est quand même un bateau qu'on voit souvent dans des films, bref. On peut dire que ce navire sera le premier bateau équipé d'une station de TSF. Donc, télégraphie sans fil qui permet d'écrire à distance en utilisant des ondes électromagnétiques. Faut se dire que c'est quand même pratique sur un bateau, effectivement, de ne pas avoir à traîner de fil pour communiquer. On comprend tout de suite l'application. Ça prend 3-4 rallonges, mettons. Non, mais c'est un bon point parce que c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, mais dans les débuts de la TSF, le but c'était principalement de servir les instances militaires. OK, ouais, comme beaucoup de technologie. Comme beaucoup effectivement. Donc voilà pourquoi les navires de prime abord. Particulièrement les technologies de communication. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode que j'ai fait justement sur l'Internet, qui a débuté en fait comme application militaire de la transmission de données informatiques. Donc, effectivement, j'imagine avec Enigma. Aussi, tout ce système-là, aussi, pour les ordinateurs. Exact. C'est passionnant. Donc, bref, c'est ça, ce bateau-là. Et le 3 juin 1898, il transmet le premier message radio payant. Parce que oui, avant, il payait, mais ça coûtait cher, c'est ça, faire des tests comme ça. Donc, entre 2 îles du Royaume-Uni. Fait que là, c'est quand même un gros pas de l'histoire qui s'est fait en 1898. 1 an après, là, en septembre 1999, là, c'est la consécration. Marconi cède ses brevets à des investisseurs pour 75 000 livres sterling pour fonder le Wireless Telegraph and Signal Company, qui va d'ailleurs porter son nom jusqu'en 1999. Donc 100 ans, puis qui aujourd'hui existe encore si on veut, parce qu'elle a fusionné avec BAE Systems. BAE Systems? Peut-être que vous connaissez. Bon, bref. Commence l'histoire au Québec. Donc, dans les mêmes années florissantes de Marconi, ici, en 1899, Pagé nous confie dans son livre que le cabinet de physique de l'Université de Laval expérimente déjà la TSF. Fait qu'on a déjà des chercheurs qui se penchent là-dessus. Et 1 an plus tard, en 1900, on est à l'Expo universelle, où? Savez-vous? OK. Bref, c'est à Paris. En 1900, c'est reconnu que je pensais que c'était un peu avant celle de Paris, c'est pour ça à cause de la Tour Eiffel, mais ouais. La Tour Eiffel 11 ans avant. Ouais, c'est ça. Ça sera pas Paris, ils l'ont fait un peu avant. Je comprends. Ouais, ok. Je comprends, mais. Il y a juste une ville en Europe. Il y a juste une ville en Europe. Je te confirme. J'ai été partout en Europe, il y a juste une ville, puis c'est Paris. Je suis sûr que les Parisiens croient ça, eux autres. C'est nos fans français. Ouais, c'est ça, j'allais me demander. La fameuse expression tous les chemins mènent à Paris. Exactement. Oh, ouais. Rome, c'est en banlieue de Paris, ça. Ben oui. La seule ville lumière. Oui. Donc, bref. Si on reste. on se transporte à Paris un petit peu. Oui. Donc, Trèfle-Bertillon, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est celui qui a bâti la presse. Donc, en fait, il a été rédacteur en chef puis directeur de la presse
dans ces années-là. Et lui, il voit les travaux de Marconi à l'Expo universelle de Paris. Donc, c'est pour ça que je vous en parlais. Puis, il capote dessus. Vraiment. OK, là, ça reste comme ça. Lui, il revient au Québec, effectivement, après l'Expo. Et pendant que lui, Trèfle et Berthiaume est revenu, Marconi réussit pour la première fois de l'histoire, en 1901, à faire traverser entre l'Angleterre et Terre-Neuve, donc ici au Canada, sur toute l'étendue d'un océan, une communication sans fil. Donc là, c'est la première fois que c'est si loin qu'on voit vraiment l'avenir de cette communication-là. En fait, que Berthiaume, lui, très avant-gardiste, voit le potentiel de cette invention-là, puis il en profite pour réaliser une entrevue avec le célèbre physicien, qui d'ailleurs, Marconi, sera sacré Nobel de sciences en 1909 pour son invention. Pas pire. Quand même, il mérite, faut dire, hein, quand on voit l'évolution que son invention a eue. Donc bref, Trèfle et Berthiaume, lui, consacre la une entière de l'édition du 30 décembre 1901 de son journal La Presse avec le titre « Marconi, l'homme du siècle ». Rien de moins. Au début du siècle. Oui, c'est ça. Mais c'est qu'est-ce qui va se passer de plus au 20e siècle? J'espérais que vous le remarquez. L'homme du siècle, ça fait 1 an. C'est malade. Il était visionnaire, qu'est-ce que tu veux? Ouais, oui. Donc, la suite s'enclenche ici au Québec. En 1904, Berthiaume fait installer la première antenne de grande puissance au Collège de Juliette pour capter les nouvelles internationales par TSF. En 1905, des cours publics de TSF se donnent par des physiciens et dans des écoles. Des cours publics, en fait, se donnent par des physiciens et dans des écoles, comme à l'Académie Giroir, à Saint-Hyacinthe. Et là, c'est important de le dire parce qu'il y a le jeune Jacques Narcisse, c'est son prénom, Jacques Narcisse Cartier, à ne pas confondre avec Jacques Cartier, hein, c'est vrai qu'ils ont ajouté ça juste pour ça. Donc bref, lui, il est si bien formé. Il a été si bien formé, en fait, à l'Académie Giroir à Saint-Hyacinthe en TSF, en télégraphie sans fil, qu'on l'envoie en Nouvelle-Écosse pour rencontrer nul autre que Marconi. Puis ça tombe bien parce que là-bas, ils sont vraiment très, très, très bien entendus. Puis il a été un de ses collaborateurs pendant 10 ans. Donc, on peut être très fiers de nos études ici. T'sais. Puis ici, le Québec était très avant-gardiste. Donc voilà. Il revient après au Québec. Il devient journaliste pour la presse. Puis il crée la première station francophone en Amérique du Nord le 28 septembre 1922. Donc, voilà l'avènement de la radio qui fêtera bientôt ses 100 ans. Donc, en 2022. Au Québec, oui. Yes, au Québec. Quel est le nom de la station? Fou, hein? CKAC. Pour vrai? CKAC, c'est la première station francophone ici au Québec. Puis c'est intéressant de savoir que maintenant, c'est la seule qui est sur le AM. Donc, CKAC est devenue une station de sport après. Et maintenant, elle est devenue une station de circulation. C'est le poste 730 sur AM. Donc, c'est pratiquement la seule qui n'a pas fait l'évolution vers la fréquence FM. Mais bref. J'aurais cru, j'étais sûr que c'était Radio-Canada, la première radio francophone. Non, ça devait être pas longtemps après, j'imagine. Effectivement, mais c'est un bon... parce qu'en fait, Radio-Canada a été créé pour être une société d'État. Fait que de prime abord, ça pouvait pas être ça, tout de suite. Puis il fallait quelqu'un d'avant-gardiste avant pour prouver que ça pouvait se faire, comme Trèfle et Berthiaume de la presse et son protégé, si on veut, Jacques Narcisse Cartier. Petite question comme ça, en 1922, est-ce qu'on avait vraiment commencé à nommer les stations de radio au Canada par C ainsi que 3 lettres? Ou... Oui, c'est lui qui a décidé ça, d'appeler ça CKAC. Puis à l'époque, il y en avait 2 autres, CFCF, un poste anglais. Fait que c'est pour ça que je m'étends pas trop. C'est pour ça aussi que je vous disais que je veux pas me vanter, je veux pas avoir la prétention de dire que je fais l'histoire de la radio au Québec parce que je me suis principalement, et Pierre Pagé également, c'est principalement concentré sur l'histoire de la radio francophone au Québec. Donc voilà. Mais oui, il y avait CFCF, un poste anglais, qui appartenait à la société Marconi, donc la société britannique. CKAC appartenait à la presse. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que l'autre station, c'était CJBC, qui appartenait à Dupuis Frères. Le groupe d'entrepreneurs que vous connaissez sans doute avec qui avait le gros magasin sur la rue Sainte-Catherine. Donc, bref, je trouve ça intéressant aussi de vous mentionner qu'à l'époque, le 28 septembre 1922, les bureaux de CKAC étaient au 7 de la rue Saint-Jacques-Ouest à Montréal. Et aujourd'hui, ce qui est là, en fait, j'ai regardé... C'est les bureaux de la presse? Effectivement. C'est ça, OK. Donc, voilà. Tout est dans Maintenant, tout est dans tout. On est moins niaiseux. Donc, bref, au courant de cette même année-là, le gouvernement canadien a créé un nouveau règlement en autorisant pour la première fois des stations grand public
Donc, avant, TSF servait pratiquement juste à des fins militaires, comme on se disait tantôt. Donc là, le gouvernement venait de permettre le broadcasting. Il a émis près de 60 licences cette année-là, dont je vous parlais les 3 autres, les 3 principales. Puis les autres, malheureusement, il y en a plus de la moitié qui n'ont jamais vu le jour. Sur les 60, c'est pas parce qu'on émettait des licences qu'on avait nécessairement les ressources pour pouvoir mettre les antennes. Comme on disait tantôt, c'est quand même assez compliqué, ça coûtait de l'argent à l'époque. Ça coûte encore beaucoup d'argent. Donc, bref, ailleurs dans le monde aussi, c'est intéressant de s'y intéresser. En même temps, il y avait la création de la BBC de Londres et de Radio Tour Eiffel. Hein? C'est original. Vous pensez que ça vient d'où? La Radio Tour Eiffel? Je sais pas. Il y a le pont de Eiffel au Portugal, à Porto, fait que ça doit être ça. Ça doit être là. Non, évidemment que c'était en France. Donc, bref, pendant 15 ans, la radio culturelle à Montréal, c'est CKAC. D'ailleurs, c'est elle qui va servir de modèle à la radio d'État lors de sa création en 1932. Et là, juste pour être sûr qu'on est tous encore une fois sur la même fréquence, on entend par radio d'État les radios dont les responsables exécutifs et administratifs sont nommés plus ou moins par le gouvernement en place. Donc voilà, ce service gouvernemental a été transformé ici au Québec en 1936 en une radio publique non gouvernementale qui s'appelle la Canadian Broadcasting Corporation. CBC, et en français, c'est la société Radio-Canada, inspirée du mandat et de la structure de BBC de Londres. Donc on peut, comme on en parlait tantôt, CKAC a comme été le projet quasiment pilote, oui c'est ça, d'où allait aboutir la société de Radio-Canada. Et en même temps que la création de la radio de Radio-Canada, pas la télé, Radio-Canada, faut pas se mélanger, la télé n'est pas encore là. Pas de suite. Non, c'est ça, pas de suite. Mais c'est le début d'une fructueuse diversité dans la programmation radiophonique. Parce qu'avant, CKAC, on s'inspirait plus du modèle des journaux. T'sais, on faisait des petites chroniques d'information, des petites chroniques de sport, des petites chroniques. Mais ce qui est quand même bien, puis ce qui a quand même perduré, encore là aujourd'hui, on suit plus ou moins ce modèle-là dans des émissions de radio conventionnelles. Mais, bref, Radio-Canada sortait un peu de ces sentiers battus-là. Et on va se servir de la radio comme instrument de valorisation de la parole pour un peuple qu'on décrivait comme silencieux. Et en 1936, combien vous pensez qu'on dénombrait de récepteurs en service au Canada? Au Canada? Juste au Canada. Mais partout, c'est ça, pas juste au Québec, au Canada. On parle d'une population de combien? Il va y avoir quoi, 20 millions de personnes? Très bonne question, en Début 1936. des années. c'est moins que ça. En 36? 16, 18? Probablement moins encore. Ouais. Moi, je serais prêt à dire 1 million de postes. Moi, je dirais quasiment pas loin d'un poste par foyer. Fait que ça va dépendre de combien de personnes il y a au Canada. C'est ça, mais je dirais 4, 5, 6 millions de postes faciles, je pense. Ça a vraiment décollé vite, me semble, la radio. Un poste par foyer. Ouais. En fait, on était 10 millions au Canada en 1936 et il y a 1 million. C'était des grosses familles dans ce temps-là. Non, mais c'est bon, c'est un bon guess. Mais quand même, une personne sur 10 avait un poste de radio à l'époque, puis rappelons que ça faisait à peine 10 ans, là. Mais ça faisait un petit peu plus que 10 ans, 12 ans, en fait, que c'était lancé. Faut dire qu'on est un territoire qui est vraiment étendu, fait que d'avoir justement accès à ces médias-là qui n'ont pas besoin d'avoir une connexion filaire, ça facilite beaucoup le déploiement des infrastructures. Ben oui. Exactement. Donc, je pense que ça fait vraiment du sens dans notre contexte, puis c'est malheureux en fait qu'on le perde un peu. Là. Sans m'avancer là-dedans, je trouve ça plate parce qu'aujourd'hui on est beaucoup à la traîne au niveau de la diffusion de l'information. Je pense juste au fait que c'est un enjeu de société que d'avoir l'Internet haute vitesse partout sur notre territoire. Ouais. Donc c'est vraiment fascinant de voir le paradoxe alors qu'à cette époque-là, on était beaucoup plus en avance qu'on l'est aujourd'hui. C'est vrai, vu comme ça. Puis on parle même pas du retard qu'on a pour l'implantation du système 5G qui va carrément révolutionner la mise en place de nouvelles technologies. Donc on a souvent abordé dans l'émission, on est déjà en retard là-dessus. En tout cas, on n'avancerait pas là-dessus, c'est un tout autre sujet, mais c'est ça, on n'est pas juste en retard à une place, on est en retard à bien des places aussi. Bien des places. Ouais. J'imagine. Bref,
au moins, disons-nous qu'au Québec, pour la radio, on était un petit peu avant-gardiste. On n'était pas en retard complètement à cette époque-là. C'est peut-être juste la Cicero Laurier. C'est ça, effectivement. Hein? Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a... Ben, en même temps, il ne faut pas le voir de ce côté-là, Non, parce c'est que pas la des faces, radio a tellement été transformée que maintenant, les podcasts... Il faudrait faire un sondage. Je ne sais pas combien de personnes au Québec écoutent des podcasts, mais je suis sûre que... Il y a clairement une grosse augmentation dans les 5 dernières années, en tout cas, ça c'est sûr. Effectivement. Mais... Ouais. Donc, bref, mettons qu'on se retourne en 1930, alors que le coût d'achat des appareils diminue, les radios, ben la radio se démocratise puis devient un vecteur quotidien de la culture québécoise. Et Pagé écrit que la radio a connu un si grand succès à ses débuts parce qu'elle répondait à un véritable besoin de communiquer. Comme on l'a dit, s'ensuit la diffusion des grands radioromans. Est-ce que vous connaissez les radioromans québécois, vous? Québécois, non. OK. Mais... OK, juste ça, c'est quand même vraiment intéressant. Mais bon, il y a eu la guerre des mondes là, qui a fait tout un tabac aux États-Unis. Alors que les gens pensaient que c'était un véritable... Ça présentait un peu comme un docu-fiction, là, finalement. Ouais. Je sais pas si tu connais la guerre des mondes. Oui. De Orson Welles. Donc, pour les auditeurs qui connaissent pas le phénomène, en fait, c'est Orson Welles qui a été, entre autres, un réalisateur, mais bon, qui a écrit des histoires, puis particulièrement, en fait, des radiofeuilletons. Puis, l'un de ses plus populaires qui ont le plus marqué l'imagination, dans le fond, c'est La guerre des mondes. Donc, peut-être que vous vous souvenez du film avec Tom Cruise, mais dans le fond, on raconte... Pas grave, vous en souvenez pas. Ça a été aussi adapté en livre, etc. Mais dans le fond, ça raconte tout simplement une invasion extraterrestre. Sauf que c'était présenté sous la forme d'un docu-fiction. Donc, lorsque les gens syntonisaient le poste de radio, tout ce qu'ils entendaient, c'était ce qui semblait être un reporter qui rapportait comme quoi les extraterrestres étaient débarqués à New York. Et ça a littéralement jeté un vent de panique sur la ville. Les gens fuyaient la ville en pensant que c'était vrai puis que ça se passait. Ouais, puis il y avait... Excuse, vas-y. Les gens ont manqué la partie fiction du docu-fiction. Exactement. C'est parce que t'avais aussi plein d'acteurs en studio, puis là, t'avais l'animateur, justement, de ce bulletin de nouvelles-là, entre guillemets, qui disait « on va aller écouter tel reporter qu'on a dans telle petite ville », puis là, t'entendais juste ça, mais t'avais du monde qui faisait des bruits en arrière, puis t'entendais vraiment comme des sons de destruction, de gens qui crient, qui paniquent. Fait que c'était en termes de réalisation, c'était excellent, là, ça n'a aucun bon sens. C'est trouvable encore sur Internet de nos jours, si vous voulez entendre ça, ça vaut quand même le détour. Donc le roman feuilleton. Très intéressant. Mais ben, ouais, au Québec, je les connais pas. C'est ça, hein, on voit que c'était pas juste au Québec, mais ici, je vous dirais que c'était un petit peu plus relax. Hein. On parlait, on décrivait plus, puis on dépeignait la vie familiale, la vie rurale. Par exemple, il y avait Un homme et son péché, que vous connaissez sans doute, il y a même une série télé présentement, qui s'appelle Séraphin. Bref, il y avait aussi La famille Plouffe, ça vous dit quelque chose, et La pension Velder, dont j'ai déniché un extrait dans les archives de Radio-Canada. OK, donc vous allez voir qu'on est très loin du feuilleton de La guerre des mondes d'Orson Welles. La pension Velder. Bonsoir, mesdames, messieurs. 9h, Sainte Gudule, déjà, il est 9h. Il ne reste plus qu'une heure et je n'ai même pas commencé de mettre ma robe. Comment est-ce que j'arriverai à joindre pour une fois les deux bouts? Ça m'a peut-être fait du bien autant de me coucher avant 10h. Les 3 dernières nuits, si ça a eu le malheur de m'ajouter quelques livres, par exemple. Donc voilà, c'était un extrait. Wow! Ouais, moi j'ai bien aimé la petite musique au début. C'est ça que j'espérais. Là. C'était un peu dramatique, mais quand même quétaine aujourd'hui. Là. Ben, très quétaine en fait. Puis c'est ce qui était hyper populaire dans les années 40, ben début des années 30, toutes les années 40, toutes les années 50 au Québec. On en mangeait des radioromans. D'ailleurs, La pension Velder a été en ondes de 1938 à 1942. Puis après ça, les Ploufs, si je ne me trompe pas, ça a été une des premières séries à la télé quand Radio-Canada Télé a été créée. Donc, je savais pas qu'à l'origine c'était un radioroman, mais... Effectivement. Puis comme un film aussi plus tard. Exact. Aussi, qui a été un livre, un radioroman, qui est maintenant une série télé. C'est ça, la majorité des gens, on ne sait pas que tout est dans tout. Tout est dans tout. Donc, bref, il se passe pas juste ça durant les années 40-50. Pierre Pagé nous le fait remarquer aussi. Donc, il remarque aussi l'évolution du journalisme et de l'information au travers, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale.
entre autres. Donc, ça crée une place au débat public et au pluralisme des idées sociales, ce qu'il y avait plus ou moins avant. Tu sais, je vous disais, c'était plus à des bases militaires. Ensuite, on s'est déplacé à vraiment juste des petites informations systémiques. Puis là, ben, on ouvre un petit peu nos esprits de plus en plus. Et la radio connaît une croissance fulgurante à ce moment-là, jusqu'en 1952. Qu'est-ce qui se passe, selon vous? Quel média fait son apparition? La télévision. Yes! Yes! Donc, évidemment, elle se stabilise un petit peu parce que, en plus de voir, au contraire, en plus d'entendre, non seulement ils peuvent voir. Ouais, on veut pas le savoir, on veut le voir. Eh bon, exactement. Donc, voilà. Fait que les années 60-70, même si la télévision est là, les gens sont quand même très intéressés par la radio comme aujourd'hui parce que ça répond pas aux mêmes besoins. Mm-hmm. Avec la radio, on a une plus grande proximité avec l'animateur, il nous parle à nous. Donc, c'est ce qui fait aussi que à la télé, souvent on décroche, c'est plus arrangé. On a l'impression que c'est vraiment plus Hollywood, qu'on se fait berner. À la radio, moins. C'est live aussi. Ouais, oui. C'est ce qui est intéressant. Puis là, j'espère que je saute pas trop d'étapes, mais c'est justement l'effet de proximité qu'on ressent avec la radio. C'est un des points positifs qu'on donne souvent au podcast. Oui. Mais là, en plus, tu disais la télé, on voit que c'est vraiment tout arrangé en arrière puis tout ça. La radio, on le sent moins. Puis là, le podcast, on le sent encore moins pour la majorité, justement, des podcasts. Puis c'est ça que les gens aiment aussi de ce format-là, de ce média-là. Fait que c'est vrai. C'est fou de voir la comparaison à chaque fois que... Oui. On descend tout le temps d'un niveau de proximité puis tout ça, mais... Oui, parce qu'en plus, le podcast, contrairement à la radio, il n'y a pas de publicité. Tu sais, à la radio, des fois, peut-être tu passes cette proximité-là parce qu'il dit on revient après la pause. C'est ça. Ou sinon, là, peut-être que tu décroches. Sinon, les quelques podcasts, surtout au Québec, il y en a très peu au Québec qui ont de la pub, mais même si dans le monde anglophone puis tout ça, quand il y a de la pub, souvent ça va être au début du show, à la fin du show, des fois au milieu. Ouais. Mais tu le sais que c'est ton podcast de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ça va peut-être prendre 4 minutes du show en tout, tu sais. Exact. Puis, tu sais, aussi, même quand il y a de la pub, souvent, c'est des entreprises qui valorisent. Des fois, ils nous expliquent même pourquoi ils parlent de ces compagnies-là. Donc, c'est ça. À ce moment-là, on adhère un petit peu plus à la publicité. Tu sais, on y croit. Surtout pour un petit podcast que tu sais qu'ils vont pas faire 1 million par année avec ça. Là. C'est comme, ça. OK, c'est quasiment ta façon de les encourager des fois de l'écouter ce pub-là. Exactement. Ouais. C'est ça, à la limite, ça nous fait plaisir. Ouais, mais c'est ça. C'est comme vas-y, fallait ta pub, c'est cool, ça veut dire que ça marche tes affaires, tu sais. Effectivement. Donc, c'est ça. Dans les années 60-70, ces années-là sont marquées par la production d'émissions éducatives. Parce que là, on a fini avec les radioromans, hein, c'était pas mal que du divertissement. Et là, on pense plus en fonction de la responsabilité sociale. Donc, c'est l'abandon petit à petit des radioromans au profit de la télé. On remarque aussi l'avènement de l'animation comme genre radiophonique. Donc, c'est le fait d'apporter de l'information puis des commentaires, mais en dehors du cadre professionnel, avant dicté par Radio-Canada, il fallait que tu sois journaliste absolument pour pouvoir donner ton opinion. L'animation, c'est complètement autre chose. T'sais, on donne une formation d'animation, tu peux donner des commentaires souvent qui sont pas manipulés, je veux pas dire ça, mais souvent qui sont peut-être dirigés. T'sais, une opinion peut-être plus dirigée pour certaines stations de radio. Bref, ça je pense qu'on a toute une couple d'exemples en tête en ce moment. C'est ça, mais tu sais, de prime abord, ils sont quand même assez libres de dire de l'information puis les commentaires qu'ils veulent. Donc ça, c'est complètement nouveau là, dans les années 60-70. Aujourd'hui, il y en a beaucoup partout, trop. C'est ce qu'on fait en ce moment. C'est juste ça qu'on fait. Nous, on se prend pour des animateurs. Ça nous tente de parler. On le fait en disant des commentaires. On a-tu raison, on n'a pas raison? On s'en fout. Ça nous tente de le dire. Toujours raison. Donc, c'est notre gros possible. Si on dit la vérité. La journée où le show se transforme en show de Radio X. on est avant-gardiste. On va en parler. La radio poubelle, évidemment. Ça marque le Québec. Il faut. Évidemment, il faut. Mais là... Je salue ma famille de Québec. OK. En 1968, il y a une loi sur la radiodiffusion qui fait son apparition au Québec en définissant la triple responsabilité du mandat d'un service national de radiodiffusion. Okay, donc déjà là, c'est une preuve, je trouve, selon moi, de la crédibilité du média. Là, on vient de dire, OK, ce média-là a de l'avenir, on y invente des règles pour lui. Donc, la radio, à partir de 1968, doit être un service qui renseigne, qui éclaire et qui divertisse des personnes de tous âges aux intérêts et aux goûts divers. Donc voilà, de prime abord, vous connaissez maintenant le but ultime de la radio. En 1976, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, donc le CRTC,
Peut-être que vous en avez déjà parlé. Ils font souvent des sondages à chaque année. C'est en 1976 donc qu'elle a été créée, ce conseil-là. Et à partir de ces années-là, je ne sais pas si vous saviez, là, on passera pas au travers de toutes les règles, mais j'en ai soulevé 3 qui m'intéressent particulièrement. Les chaînes de radio doivent, de 1, s'en tenir au style musical pour lequel leur licence leur a été accordée. Je le dis, mais on s'en doute un peu. Par exemple, une station rock ne peut pas passer de country. Les chaînes francophones et anglophones doivent présenter une moyenne hebdomadaire de combien de pourcentage selon vous? D'au moins combien de pourcentage de pièces francophones? Non, de pièces canadiennes. Pas tout de suite de pièces francophones. canadiennes. De pièces canadiennes. Puis là, on mélange les chaînes francophones et anglophones. Ouais. OK. 25%. Ah, je dirais plus 40. Toi, Rose? Mon Dieu, je me situerais probablement plus autour de Marc-André aussi, dans ce Je suis en coin-là. train de me dire que c'était peut-être trop, mais en tout cas. Ben, effectivement, c'était un petit peu trop, c'est 35%. Ah, OK, pas super. Donc, vous étiez pas si loin. Ouais. Bonne connaissance de l'industrie radiophonique. Wow, faire un bon guess. Ouais, c'est ça. Et La finalement... prochaine, j'en connais, je pense, par contre. Ah, OK, un petit peu plus dur, par exemple. Mais finalement... C'est le la question gagnant- que je pense. Ah, c'est ça, OK, tu t'es préparé. Non, Tu le sais. parce que j'ai certaines connaissances un peu par intérêt là-dessus. Mais enfin, vas-y, Alors, pose la ben, question. C'est ça. Les chaînes francophones doivent diffuser une moyenne hebdomadaire d'au moins combien de pourcentage vous pensez? Et maintenant, de musique francophone. C'est autour de 50%. Effectivement, c'est 65%. Oh, c'est Les plus que je chaînes- pensais. Les chaînes francophones. Chaînes francophones, ouais. Yes. Les chaînes Du- anglo ont même pas ça, fait qu'ils ont bien, Puis, je pense. Les chaînes franco... Peut-être les chaînes anglophones, non, à ma t'as connaissance, ont rien pour le On français. revient pour le français, mais il faut qu'ils s'en tiennent aux pièces canadiennes. Ouais. Parce que les chaînes franco puis anglo doivent passer un minimum de 35%. Puis, Donc voilà, oui. petite anecdote que j'avais entendue sur les tours, les tours que les radios québécoises vont jouer pour pas avoir pour réduire le nombre de pièces qui doivent passer parce que c'est en, c'est en termes de nombre de pièces et nombre de temps. Donc ils vont faire des medley de tunes en anglais de 20 minutes. Tu vas aller se faire pogner ça le vendredi soir, des trucs comme ça, ces stations genre Rouge FM, des trucs du genre. Fait que là ils vont te partir un medley de Barry White ou je sais pas quoi qui dure 20 minutes. Puis je parle ça, j'ai déjà entendu là. c'est un exemple réel, mais ça compte comme une seule chanson. Il y a aussi, de plus en plus, je trouve, de chansons anglaises et françaises, en fait, dans la même chanson. Ouais. Je suppose que ça vient probablement compter comme une chanson francophone. Ça dépend du pourcentage de Ah paroles ouais? en Wow, français. ouais. Puis pour la disque, c'est la même chose pour, par exemple, les nominations. Je pense que c'était les Dead Obies qui avaient eu de la misère il y a une couple d'années nominés à la disque. Parce que... Pas du pourcentage. Ouais, puis ils tombaient dans un gap. Ils ne pouvaient pas être nominés pour l'album anglo de l'année. Mais ils ne pouvaient pas être nominés dans la catégorie en français. Parce que les pourcentages minimales qu'il fallait pour un ou l'autre marchaient pas. Fait qu'ils pouvaient pas être nominés pour... Ben, ils font pas de musique. Fait que d'après moi, c'est un processus similaire à la radio aussi pour... Fait que je pense que c'est pas pour rien que souvent, justement, tu vas avoir juste une partie du refrain ou le bridge qui va être en anglais. Je suis sûr qu'ils calculent tout pour être sûr de pouvoir passer, que ça compte comme une tune en français et que les radios soient contentes. Oui, malheureusement, c'est ça. Ouais. Exactement. Ils font des remixes de Edley avec Marie-Lou Oui, qui va exact. faire leur chanson en français. Oui. Puis en fait, j'ai goût de te demander, tu as fait un peu de radio universitaire. Oui. Est-ce que vous devez vous soumettre à ces quotas-là? Très bonne question. En fait, au Conservatoire La Salle, non. OK. Mais j'en ai fait à Choc. Mhm. Oui, effectivement. Ils Même peuvent pour une se radio soumettre web? à ça. Même pour une radio web. OK, c'est oui. intéressant. Oui, parce qu'elle a ses licences quand même. OK. Tu sais, si on revient au conseil de la CRTC, elle a quand même, c'est ça, les licences au même titre que la radio de CIBL. OK. CISM aussi, Mhm. qui est la radio de l'Université de Montréal. Donc celle-là, oui, elle n'est pas web, mais c'est une radio universitaire communautaire comme Choc. Fait que oui, OK. ouais, on avait les mêmes. C'est pas moi qui s'occupais de la programmation. OK. Moi, je faisais des chroniques. C'est ça. Ma question, puis là, peut-être en terrain glissant, mais c'est quelque chose que tu as vu, ça, ou que tu as entendu, justement, cette idée-là de ah, cette tune-là est pas longue, on veut mettre. Peut-être moi dans les radios universitaires, mais en tout cas, C'est sûr, ça nous j'ai tente pas moins de d'exemple. mettre la tune en anglais, ou la tune en français, ou on va mettre un medley, ou. Ben non, parce que je te dirais aussi que moi, les gens avec qui je faisais de la radio, 100% francophones, pratiquement. Honnêtement, fait qu'on n'avait pas besoin d'avoir ces discussions-là. Ok. On avait plus de contenu francophone que OK. anglophone. C'est rare ont été les fois où on a passé du contenu anglophone, justement. OK. Ouais, toujours dans le souci de faire valoriser notre culture. La culture, ouais. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même à soulever ça. Ouais, prochainement, je vais être plus à l'affût dans les stations que je vais aller. Donc bref, à partir des années 1980,
les grands créneaux, les grands réseaux, puis les grands spectacles se donnent désormais à la télé. OK? Fait que déjà là, ça enlève une grosse partie à la radio qui sert plus ou moins maintenant de divertissement. Tu sais, on met ça plus à la télé, on se dit si je veux regarder un grand spectacle, un grand show, je vais le regarder à la télé. Mais la radio, faut rien y enlever, pendant ce temps-là, elle évolue au même titre que les courants de pensée en Amérique du Nord. Donc on consomme plus, l'économie prime, on recherche intensivement le divertissement. Donc, on voit que ça n'a pas tant évolué depuis les dernières années, mais bref. La radio n'est plus un service public à partir de cette époque-là, mais une industrie culturelle avec une volonté économique. Hein, on a ouvert la porte un peu à ce fait-là depuis les débats qu'on fait depuis tantôt. Mais, donc, c'est ça, peu à peu sont apparues les radios poubelles. Yeah! C'est ça, hein, grâce à la volonté économique, comme Radio X à Québec. Et d'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais il y a eu Radio X à Montréal. Oui. Qui a aucunement fonctionné. Qui avait pris l'antenne de Planète Jazz, puis pendant un moment, Planète Jazz avait encore des heures le soir. La soirée est encore jeune dans le temps, c'est une excellente parodie qui appelait Radio X Jazz. Wow! C'était excellent. Ça serait ce que serait justement Radio X, mais avec un animateur de Planète Jazz qui dit des niaiseries à la Radio X. C'est parfait, en tout cas. Oui, c'est parfait parce que c'est complètement ridicule. Puis là, je voulais vous faire entendre aussi un autre extrait de radio complètement différente de l'extrait que je vous ai passé tantôt. Puis c'est voulu que j'aille seulement 2 extraits, puis c'est ces 2-là. Je trouve que ça démontre vraiment l'évolution de notre mode de pensée puis de la consommation de la radio. Quand je vois les images du défilé gay, puis du reportage à TV qu'on nous montre des petits gars de 7-8 ans qui sont là avec leur père. Ah, qu'est-ce que vous faites là, tabarnak, comme parents, dans une parade, plein de momounes, qui se montent la reste. C'est quoi cette affaire-là? Ah, dis-moi, j'ai une fille de 6 ans, elle est lesbienne. Vieux. Folle. Mais je suis pas là. Folle! Écoute, Jeff, je suis pas homophobe, je suis pas anti-gay, je suis rien de ça. Mais là, tabarnak, à heure, les enfants écoutent la TV. Non. On n'a pas à fucker nos enfants. On doit pas rentrer dans la tête de nos enfants de 6, 7, 8, 9, 10 ans que l'homosexualité, c'est pareil comme l'hétérosexualité. Excusez-moi, là, non. J'ai oublié de leur expliquer qu'il y a des hommes qui se marient, des gars avec des pinches qui se frenchent. Les enfants ont pas à affronter ça. Moi, s'ils se frenchent devant moi, ça m'écoeure. Ça, moi, vous le dire, c'est pour ça que je vous dis que je suis limite. Ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc voilà, c'était un extrait dégueulasse de Jeff Fillion. Le facepalm est fort en ce moment, gang. Ça n'a ouais. aucun bon sens. Mais c'est quand même fou de se dire, guys, qu'il a commencé dans les années 96. Il fait encore de la radio. Puis il a C'est été, malade. il a été banni souvent, il a été banni, oui, il a été dans le il a été podcast parti. pendant longtemps aussi, puis après ça il est revenu à Énergie. Effectivement. À Radio X. Il est parti, ouais, ils l'ont flushé à Radio X, finalement ils l'ont repris, mais c'est ça, c'est tellement en lien avec l'évolution que Pagé nous partage dans son livre, justement, que l'industrie de la radio s'est transformée peu à peu en une industrie à vocation économique, purement économique. Ben purement, encore là, il faut faire attention. Les radios commerciales, un petit peu plus dans ce sens-là, mais la radio, comme on le dit un petit peu depuis le début, maintenant ça englobe tout, même ce qu'on fait en ce moment. Ben, il faut dire quand même que les radios poubelles, par exemple, ça vient combler aussi un espèce un espèce de fossé, je dirais vacuum en anglais, là, dans le fond, un espèce de vide qui existe pour une population qui se sent des fois délaissée. On prend par exemple les radios poubelles, c'est un public très particulier de la région de Québec. C'est pas tous les habitants de la ville de Québec qui écoutent ça. Non. C'est vraiment une marge qui vit dans des quartiers qui sont plus ouvriers, plus classe moyenne, qui ont des gens qui ont peut-être besoin justement de se sentir un peu plus proche que ceux qui considèrent un peu fendant à la Radio-Canada, justement. Donc, il y a une espèce de voix du peuple, mais disons un peu trumpiste. c'est l'expression. On voit les mêmes liens aux États-Unis avec l'apparition de la trash radio, d'où vient le nom Radio Poubelle, justement, des mêmes années. C'est peut-être un peu plus avant. Non, en fait, la radio poubelle, c'est bien que tu le mentionnes, elle s'est inspirée des trash radio américains. C'est ça, puis c'est fortement lié à l'émergence des Bush à l'époque début 2000, puis après ça avec Trump, puis tout le mouvement de Tea Party entre les deux, puis tout ça. On est chanceux, on s'est pas allé dans des extrêmes aussi loin ici. Là. Non, c'est ça. Mais ça montre le pouvoir aussi de ce médium-là, de l'influence que ça peut avoir sur les idées politiques, sur le discours politique mainstream, ce qui devient mainstream ce qui était avant radical. Ça. Exact. Puis c'est ça qui est triste, c'est que, comme Sammy dit, il y a quand même de ces gens-là, mais
on serait pas obligé de leur donner le droit de parole. Tu sais, si on faisait pas de radio comme ça, tu sais, on serait pas obligé si socialement on s'entend pour dire que c'est méchant, puis que ça se dit pas des trucs comme ça, comme on a entendu. Tu sais, c'est ça que je trouve déplorant, c'est le fait qu'on se dise oui, il y a ce monde-là, ben, regarde, il y en a, ignorons-les pas. C'est vrai que je veux pas tomber là-dedans aussi, je veux pas dire ignorons-les, mais je sais pas, me semble qu'il y aurait un petit entre-deux à faire, me semble que ça devrait être plus contrôlé, tu sais, pour une radio à grand déploiement comme ça, qui rejoint vraiment beaucoup là, d'auditeurs là, dans ces grandes heures d'écoute. Donc, moi, je trouve ça un petit peu inconcevable et ridicule. Ouais. On embarque dans la ligne touchée du débat sur la liberté d'expression rendu là. Puis je pense que c'est pour vrai, ça, oui, justement. C'est vrai, ça aussi, ouais, c'est ça. C'est comment tu peux, tu sais, oui, l'encadrer, Ouais. mais comment on l'encadre, c'est quoi la limite, comment on définit cette C'est limite-là. vrai. C'est pas des débats faciles. Puis surtout, c'est quoi les conséquences que de se mettre à encadrer, justement. Tu sais, comme, on s'entend que ça a créé quand même un tollé lorsqu'on a vu les animateurs censurés sur ces radios-là. Puis, dans une certaine mesure, c'était quand même justifié parce que là, c'est à partir d'où on peut dresser une limite quant à ce qui est permis. Puis, est-ce que cette limite-là, à un moment donné, elle va se restreindre au point où est-ce que... Non, c'est vrai, parce que la morale, d'un sens, oui, c'est social, mais c'est quand même très personnel. Tu sais, je me dis, ben tout le monde, on s'entend pour dire que ça se dit pas des affaires comme ça, mais pas sûr à quel point tout le monde. Je pense que nos éditeurs C'est s'entendent ça. là-dessus. Probablement, ouais, Ouais. espérons. Sinon, sortez. Non, mais ça m'amène aussi à vous partager le fait qu'en 2000, donc un peu dans les années dont on mentionne l'existence, là, tu sais, les années C'était ma florissantes chance, de ouais. Jeff Fillion, ouais, l'UNESCO a déclaré un malaise quasi universel dans l'industrie de l'information, un peu partout, avec des flottements dans les règles de la conduite professionnelle. Hein? Directement de quoi on est en train de parler. Donc, il y a eu du ménage à faire dans plusieurs stations de radio, et à partir de cette époque, la plupart des chaînes ont commencé à se regrouper par réseau, toujours dans un but économique. Donc, je sais pas si ça va vous dire quelque chose, mais il y a deux grandes familles, Cogeco puis Astral Media. Tu sais, on entend souvent ça là, dans les différentes publicités des chaînes. Donc, Cogeco. Mais toi, si Cogeco a c'est quoi? Ben, Astral a Énergie. Si Cogeco a Rythme FM, Astral a Rouge. Rouge FM. Puis Effectivement. là, ils se partagent les émissions des animateurs d'une station à l'autre. Puis Peut-être un petit peu j'ai moins. peut-être brûlé un punch. Ben, mais... non, parce Ok. que un petit peu moins maintenant, Ok. mais c'est pour ça souvent qu'à, mettons, de Rouge FM à C'est quoi, il y a les mêmes animateurs, mais c'est le même réseau. Donc, tu sais, dans un sens, ils ont les mêmes patrons. Mais des fois, on se dit, voyons, lui, il était pas là, mais en fait, c'est le même réseau. Ouais. Donc, aussi, tantôt, je vous parlais des radios pour lesquelles moi, j'ai animé, et eux, ils sont représentés par Force Unie Target Québec. Donc, elle en a 3, Choc.ca, la radio web de l'UQAM, CIBL et CISM, 89.3, la radio de l'Université de Montréal. Et il reste dans un petit coin avec pratiquement aucune autre station de radio. Il y en avait d'autres, mais bon, il y a RNC Vente Nationale qui représente la radio X de Québec. Puis les autres chaînes à Saguenay, puis... Puis il y en a encore une à Montréal, c'est ça. Il l'a encore. Elle était listée dans les listes. Il y a Choix X. Mais ça passe plus. Ben, je peux pas comprendre moi non plus qu'elle est encore là, mais elle avait sa fréquence. Bon, on parlait de licences tantôt qui sont accordées par le CRTC, ça veut pas dire qu'ils diffusent. Ouais, si on ça les devait genre, mettons, une durée de Effectivement. 5 ans ou quelque chose de même, puis ils ont pas juste pas remplacé la station par une autre station. C'est ça, Ok, effectivement, j'en sais pas plus, fait que je vais pas m'avancer sur ce terrain-là, mais ça m'a très surprise tantôt quand j'ai vu ça. Donc. Chaude, sais-tu, ils font partie de qui? Astral. Oui, Chaude. C'est Astral? C'est Astral. Ok. Astral Media. C'est plus Astral maintenant, c'est Bell Media. Ah, mais c'est ça, ok, ouais. Astral a été acheté par Bell récemment. Effectivement, Ouais, c'est vrai, ils disent Bell Media, oui, effectivement. Et il y a Virgin Radio aussi, avec Chaude, donc les postes anglais. Ok. Puis avec Cogeco, je ne l'ai pas nommé, mais il y a le 98.5. Donc le poste entièrement radio parlé maintenant. De Ouais, qui plus en change plus tout le populaire. temps. Oui, c'est ça. Moi, depuis cet été, si je ne m'abuse, là, ils veulent se donner justement une vocation de 100% une radio parlée. Je m'ennuie de la belle époque de Cool FM pour les 8 qui s'en souviennent au début des années 2000. Oh, nostalgique! Ben, il passait du pop-punk, j'étais content. En tout cas, on n'embarquera pas là-dedans. Ben, fais un podcast sur le pop-pop. Ben, on parle de nostalgie la semaine prochaine, fait que je commence à planter des petites graines ici et là, du sujet de la semaine prochaine. Bon. Ben, tu vois, moi, ça m'amène à dire qu'à partir de 2004, donc, tu sais, pas longtemps après tous ces bouleversements-là dans l'industrie de la radio, ben, maintenant, tout le monde peut faire de la radio
Parce que même si c'est seulement depuis environ 5 ans qu'on remarque une popularité effervescente des podcasts, comme ce qu'on est en train de faire, ça date en fait quand même de 2004. Et d'ailleurs, savez-vous pourquoi ça s'appelle podcast? D'où vient le nom? C'est Apple qui ont développé, pas qui ont développé le concept, mais qui ont créé ce nom-là, puis qui ont mis un nom sur ce concept-là, mais c'était pour faire référence, en fait, à l'utilisation qu'ils ont du mot pod, donc pour les iPods, par exemple. Donc, l'idée d'avoir une unité pour écouter. Donc, le podcast, ça venait justement... Puis le cast, c'est le broadcast. Effectivement. Comme broadcast. Puis, en fait, petite nuance, merci. En fait, c'est que c'est pas parti de la société Apple en tant que telle, c'est attribué au journaliste britannique Ben Hammersley. Qui lui aurait été le premier dans une de ses chroniques à inventer le mot podcast, mais qui vient effectivement du mot iPod. Puis lui, il définissait plus comme un baladeur qu'on peut diffuser. C'est avec le broadcasting, donc baladeur diffusé. Balado-diffusion en français. Balado-diffusion, c'est exactement là où j'en allais, qu'on utilise moins, qui est un petit peu moins glamour, je trouve. C'est dommage. C'est dommage, oui, c'est vrai, mais un mot un petit peu plus long, je trouve. Oui. Tu sais, podcast, ça va droit au but, balado-diffusion. Depuis qu'ils ont décidé que c'est un balado, puis pas une balado, ça me parle. C'est une balado-diffusion. C'est une balado-diffusion, mais c'est un balado, parce qu'on parle du fichier. Ouais. C'est un fichier. C'est ça, ils font chier. Ouais. On salue le KLF! C'était l'éditorial de la semaine. C'est ça. Mais écoutez, tranquillement, pas vite, on arrive à la fin de ce beau périple qu'est l'histoire de la radio au Québec. Donc, je trouve que ça vaut la peine peut-être de s'arrêter un petit instant et d'y penser pour vrai à ce qu'on repousse depuis tantôt. Est-ce que Hertz aurait capoté nous voyant faire ce qu'on fait en ce moment? Tu sais, qui l'aurait cru, là? Pensez-vous qu'en créant ces petites affaires d'ondes hertziennes, il aurait pensé qu'un jour, cette technologie-là serait développée assez pour qu'on puisse faire ça? Tu sais, je veux pas dévoiler de secrets de production, mais on fait ça dans ta cuisine. Merveilleux studio, très glamour. C'est quand même fou, tu sais. Ouais. Peut-être on peut en parler. Toi, tu t'es équipé sur Internet, tu t'as acheté du matériel très accessible. C'est ça aussi qui est super intéressant. Je trouve que c'est rendu accessible. C'est ça, ce médium-là, il peut se faire vraiment facilement pour pas cher. Si tu investis un peu plus, tu vas avoir une qualité sonore qui minimalement a du bon sens, mais tu sais, n'importe qui... tu vas te chercher un logiciel gratuit sur Internet comme Audacity. Fait que déjà là, tu n'as même pas besoin de payer pour ça, pour enregistrer, pour faire l'édition de ton show. Tous les téléphones maintenant ont des micros qui ont quand même du bon sens. Tu sais, Carence, les quelques chroniques qu'il nous a envoyées, j'avais acheté en cadeau avant qu'ils partent un tout petit micro à une vingtaine de piastres. C'est juste à rajouter là-dessus, mais on pourrait faire un podcast là-dessus si on voulait. Là. C'est ça que je trippe de ce médium-là, avec tout ce qu'on a mentionné avant, justement, l'idée de proximité puis tout ça. Oui. Mais c'est le fait que c'est facile de faire une émission. Oui, puis de donner un produit de qualité aussi, c'est ça qui est fascinant, tu sais. Parallèlement, comme on peut tellement voir de liens avec justement la diffusion de contenu sur Internet, que ce soit vidéo ou audio, parce que parallèlement au podcast, on a vu justement arriver YouTube et les plateformes d'échange vidéo. Comme Patreon, la haute vitesse qui a permis en fait justement de diffuser des vidéos de qualité qui devenaient meilleures de jour en jour. Puis de voir justement qu'aujourd'hui, facilement, on est capable d'avoir accès à du matériel d'une qualité qui est comparable à ce que les professionnels avaient, et ça dans plusieurs marchés, ce qui permet en fait vraiment un éclatement de la créativité. Là. Juste, on parle de radio, mais on peut parler de musique aussi. Dans mes chroniques précédentes, j'ai parlé de Synthwave, qui est un mouvement musical qui a été créé sur Internet par des amateurs qui n'étaient pas musiciens à la base, mais qui étaient des gosseux, qui se sont trouvés des logiciels pour produire de la musique. Donc, avec des moyens très élémentaires, ils ont réussi à développer un genre musical. Puis bon, je trouve ça intéressant justement de faire le lien avec le podcast qui part d'une technologie qui était difficilement accessible. On a juste on parlait de M. Berthiaume justement, que bon, il a fallu qu'il fasse partie qu'il soit directeur d'une société de presse pour avoir les moyens, les ressources pour déployer une antenne. Exactement. Puis moi, ça m'amène à penser, si ce directeur-là avait pas eu l'idée de s'en aller jusqu'en France, de voyager pour aller voir l'Expo universelle, qu'est-ce que ça aurait donné? Tu sais, s'il avait jamais vu les travaux de Marconi, peut-être que ce serait arrivé 100 ans plus tard.
pas 100 ans. Peut-être pas, probablement pas 100 ans. Mais tu sais, peut-être un 5 mais- ans, un 10 ans plus tard. Effectivement, tu sais, ça aurait retardé ce que Radio-Canada serait. Tu sais. Ouais. C'est ça, tellement de questionnements qui peuvent en découler. Mais je trouve que c'est ça qui est fascinant, c'est que maintenant, ça peut être consommé par n'importe qui. On s'entend pratiquement. Est-ce que vous, il y a des Finlandais qui peuvent écouter votre podcast? N'importe où, n'importe qui N'importe- dans le monde. On n'a c'est pas eu fou, de download de Finlande encore. On a une couple de Suède. Fait que. On a eu du Belarus à un moment donné. C'est ça? Fait que là, je pose une question. Si cet auditeur-là nous entend, the fuck, man? Non, mais tu es un Québécois ou un francophone qui est exilé en Bélarussie? Si oui, as-tu besoin d'aide? Est-ce que c'est des SOS? C'est ça. Es-tu un Bélarus qui est en train d'apprendre le français? Parce que j'ai tellement de questions. Écris-nous, s'il te plaît. Je suis vraiment curieux. Mais oui, c'est ça. C'est fou. On est dit ça. On est disponible partout. Ça coûte pratiquement rien de mettre ça en ligne aussi. Oui. Puis, ouais. Puis, ça n'a pas rapport, ça me fait penser à ça, là, parce que j'ai parlé d'SOS, mais fait intéressant, qui a rapport avec la radio. En 1912, qu'est-ce qu'il y a eu? Gros crash d'un gros bateau? Le Titanic. Titanic. Le Donc, film avec Léo. Ouais, c'est ça. En 1912, il est sorti. Donc, le bateau était équipé d'équipements, oui, de TSF. Le Titanic lance désespérément le célèbre signal de détresse SOS, espérant être reçu et secouru par des navires. La presse a publié dès le lendemain, grâce à sa propre TSF, la nouvelle de la catastrophe. Déjà là, super intéressant. Et la presse rapporta 3 jours plus tard ces mots définitifs. Je cite. Les 868 personnes qui ont échappé au désastre du Titanic doivent la vie à cette invention nouvelle qu'est la télégraphie sans fil et l'univers entier comprend maintenant son immense importance. Donc voilà, encore une fois, je sais pas si ça paraît, mais j'ai beaucoup d'estime pour M. Bertillon. Ouais, vraiment. C'est ça, mais moi ça me fascine des gens qui ont su voir le potentiel dans une invention comme ça, les premiers balbutiements, tu sais, de quelque chose qu'ils voyaient plus grand que nature. Puis moi, ce que je me rends compte surtout, c'est ce film-là que je veux du Titanic. C'est le genre la gang d'équipementiers qui s'occupait de la radio, du TSF dans le bateau, qui envoie le signal, les bateaux pas loin qui le reçoivent, qui capotent, faut arriver à temps. En tout cas, moi je veux ce film-là, pas l'histoire d'amour que t'aimes. Titanic 2. Titanic 2, ça j'embarque. Qui sait, on lance ça dans les airs. Ça serait quand même vraiment cool. Mais on va communiquer avec James Cameron, là, c'est l'idée. Ouais, Jimmy Boy, ils m'ont envoyé écrire. On est Canadiens, il est Canadien, tous les Canadiens se connaissent. Voilà. Donc, exactement. On va se ramasser avec Martin, en discuter autour d'un café et d'un bain, puis voilà, c'est fait. Les misères. On fera un podcast. Ouais! Parle-nous de ton film. Bref, on disait que les podcasts maintenant peuvent être consommés par n'importe qui. Tu sais, c'est quand même fou que vous êtes international. Ben oui. Et n'importe quand. Tu sais, ça m'amène au début de la chronique qu'on parlait qu'il y avait une heure précise des émissions. En fait, c'est vrai, je vous ai même pas dit ça. Non. C'est ça, il y a trop de choses à dire. Même moi, j'ai passé au travers de ma chronique assez rapidement avec les commentaires que vous me faisiez. Mais bref, oui, avant, vous vous en doutiez sûrement. Tu sais, si tu manquais l'émission de radio qui était diffusée de 4 à 6, ben tant pis, tu peux pas la réécouter. Ah non. Maintenant, si vos auditeurs veulent réécouter leur épisode préféré 10 fois, ils peuvent. On s'en fout, tu peux l'écouter n'importe quand. Même souvent, j'ai remarqué que quand des émissions de radio sont en live, 5 minutes après sont disponibles. 2 minutes après. Ouais, surtout avec Radio Can, sont assez rapides. Ouais, effectivement, mais c'est de Radio Can que je parlais. Ouais, mais ça, tu sais, personnellement, j'aurais jamais vraiment écouté La soirée est encore jeune si c'était pas disponible en format balado parce que, ben, le 5 à 7, samedi puis dimanche, d'habitude, je fais d'autres choses. C'est ça, oui. On va se dire, à moins d'être présent live avec eux. C'est ça, puis il n'y a pas de chance. Conseille, mais c'est ça, faut que tu réserves pas mal d'avance. Là. Ouais, faut que tu sois chanceux juste pour avoir des billets. C'est ça. Mais ouais. Mais oui, c'est ça. Fait que n'importe qui, n'importe quand, effectivement, presque n'importe où. On a seulement besoin de télécharger le lien. Puis il peut être écouté, tu as besoin d'Internet. C'est tout. Pas mal juste en Corée du Nord que c'est pas mal impossible qu'on ait des downloads. Probablement. C'est encore drôle. La Chine, faut s'essayer fort. La Chine, je pense pas qu'on aurait de trouble. Ouais. C'est un défi? Ben, là, faut trouver. On va demander à M. Xi. C'est ça. M. Jinping. Ouais, peut-être pas tous nos épisodes. Ouais, non. Ouais, vite même. Mais voilà, donc en gros, maintenant, on consomme un média traditionnel, bien ancré dans nos traditions québécoises, comme on a pu le voir, mais d'une manière non conventionnelle, maintenant.
Et ça m'amène, toutes nos discussions m'amènent à penser que la seule chose, moi, que je déplore un peu de la formule podcast, c'est les consoles de radio auxquelles on avait accès dans les studios de radio qui te donnent des sons malades, qui ont fait déjà une sélection pour toi, tu sais. Tu peux te faire applaudir, tu peux te mettre du tambour, tu sais, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué, mais encore là, il suffit de volonté. Pour faire ça dans vos podcasts, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué d'aller chercher des bruits, puis après ça, de faire tout le montage. Tu sais, en radio, ça se faisait instantanément. On avait quelqu'un qui était désigné à la console, puis qui faisait les sons, tu sais, qui agissait à titre de bruiteur. Il y a très peu de podcasts au Québec qui ont le budget justement pour avoir ça. Un qui me vient en tête, c'est Les Mystérieux Étonnants qui existent, qui étaient à Choc auparavant, qui sont indépendants depuis 2-3 ans maintenant, qui ont construit leur propre studio. Avec une campagne de socio-financement, ils ont ramassé plus de 16 000 $. Pour faire le studio, ils ont une console. Peut-être pas de niveau professionnel, mais quand même de niveau assez élevé. Oui. Puis c'est en termes de qualité audio, puis juste de qualité de contenu, c'est dans les meilleurs podcasts qui se font au Québec. Là. C'est dans mes podcasts préférés, ils sont excellents. Je vous les recommande si vous ne les connaissez pas. Si vous êtes fan de culture pop au sens large, allez là, c'est une référence quant à moi, mais c'est ça. C'est dans les exemples très limités de ceux qui ont du budget. On parlera pas de Mike Ward, là, mais ça, c'est une autre catégorie entièrement. Là. Oui, parce que, tu sais, c'est ça, dans la création, Mike Ward n'est pas là du tout, je trouve, mais comme tu dis, merci d'ailleurs pour ta suggestion que je vais sans aucun doute retenir, mais je vous en suggère un aussi complètement ailleurs aussi, je trouve, des autres podcasts. C'est Disparu, de Stéphane Berthomé. Produit par Radio-Can. Produit par Radio-Can, oui. Ouais, j'ai pas eu la chance d'écouter encore. Incroyable. Ouais. Incroyable. Pour un podcast, il y a tellement de détails, tellement de recherches, justement tellement de création auditive là-dedans que c'est remarquable. Je trouve justement ça se démarque de tous les autres podcasts. C'est ça, puis il joue avec une technologie plus récente qui est le son 3D. C'est ce que j'avais entendu en entrevue de Effectivement, le son 3D étant le changement du son dépendamment des écouteurs et tout ça, l'effet C'est l'impression justement que si l'action, c'est qu'il y a un mouvement qui s'est fait à gauche, tu vas ressentir que ça s'est fait à gauche. Tu le vois pas, mais tu l'entends. Ok, un effet de profondeur un peu, c'est ça que je voulais dire, c'est ça que je cherchais, comme si t'étais là. Mais oui, c'est ça, c'est complètement immersif. C'est excellent, ouais. Oui, c'est vraiment très bon. Semblerait-il que Pink Floyd, l'album Dark Side of the Moon, il avait été conçu pour être diffusé comme ça, en 3D. Ah ouais. Il y avait eu des enregistrements qui avaient été faits, donc c'est une technologie qui existe depuis un certain temps, mais qui n'est pas très exploitée. Peut-être plus ou moins accessible aussi, tu sais, vu qu'on n'est pas vraiment dans ce domaine-là. Ouais, attendez-vous pas à ça arrive bientôt, gang. C'est ça. Un jour, qui sait. Mais bref, c'est ça. Pour clore le sujet de podcast, je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu un complément essentiel à la radio. D'ailleurs, ce serait intéressant que des recherches sortent bientôt, en fait, des études de recherche sortent bientôt pour qu'on découvre combien de personnes consomment des podcasts régulièrement ou peut-être sporadiquement, je sais pas. Justement, je me questionne, puis je pense que ce serait intéressant. Et pour faire un parallèle avec votre émission, je trouve que vous avez très bien décrit ce qu'est un podcast, assouvir. Ce qu'est le but d'un podcast, en fait, assouvir la curiosité intellectuelle des gens. C'est complètement ça, tu sais. Merci. Ça fait plaisir. On remplit notre mandat de service public. Ouais, le CRTC va être content. C'est bon. Mais, en terminant, contrairement à la pensée populaire, il n'y a pas juste le podcast qui est en expansion. La radio aussi est encore populaire. Donc, si ça vous tente, puis pour le bien, si ça vous tente, oui, je pourrais terminer avec quelques petites statistiques. On te lâche lousse. Vas-y. OK. Donc, 12. Actuellement, combien d'heures d'écoute vous pensez que les Québécois francophones âgés entre 18 et 34 ans consacrent par semaine à la radio? Est-ce que ça inclut les podcasts? Non. Juste la radio? Non, ouais, très bonne question parce que ça, c'est seulement des chiffres de la radio. Par semaine? Par semaine. Vous allez être très étonné. 18-34 ans. Ouais, j'ai, mettons, 8 heures. Mais j'ai l'impression que ça va être plus élevé pour une tranche d'âge plus élevée qui, tu sais, qu'il y a plus de monde qui sont dans leur char, qui sont dans le trafic. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent la radio. Bon, fait que ça arrive peut-être moins pour les 18-34 ans. Fait que je dois 8 heures. C'est 13 heures. C'est 13 heures, puis effectivement, c'est à cause de ça. Dans le fond, les plus grandes heures d'écoute, c'est entre 6 et 9 le matin, et entre 4 et 6 le soir. Donc, c'est pour ça
que si vous animez durant cette période-là, vous êtes extrêmement bien payé. C'est pour ça qu'on les appelle les morning men puis les shows du retour. Ouais. Entre ça, donc de à peu près 9h à 13h, à 14h, à 16h, pardon, c'est principalement dans les bureaux de travail puis dans les commerces de détail que la radio se fait écouter, fait que ça compte pas vraiment. Puis le soir, on dit que la radio n'est pas vraiment écoutée, faible écoute. Puis sinon, le week-end, contrairement à ce que je pensais, la radio est super écoutée. Ouais. Principalement dans les maisons, ouais. On dit que principalement les femmes aussi, je sais pas si c'est encore trop classique de dire ça ou misogyne, mais j'ai pensé au ménage. Ben, je pense à ma mère qui. C'est ça. Tu sais, c'est ça. Fin de semaine, les femmes à la maison, j'ai fait OK. Ou, tu sais, relaxation. Tu fais tes petites affaires, pas sur le ménage. Ouais. Bon. On est peut-être plus. Puis ça, puis deux des émissions les plus écoutées de Radio-Can, justement, c'est. Je sais pas si c'est au total ou de toute leur émission ou juste pour la fin de semaine. Ben, ça, il y a La soirée est encore jeune, il y a la semaine prochaine qui est diffusée juste avant. Il y a l'émission de Renaud Miroir aussi qui est la fin de semaine. Ouais, fait que ouais. ça me surprend pas trop pour la fin de semaine, je veux dire. C'est ça. C'est ça. Finalement, c'est ça, toujours dépendamment du contenu proposé par la station. Ouais, c'est ça. Évidemment. Mais tu sais, c'est pour ça qu'on voit souvent le show du week-end. Ils font beaucoup de concours aussi. La radio est devenue vraiment un lieu de concours pour attirer encore une fois les gens, pour faire de l'argent, créer de la publicité pour des compagnies. Donc, autre statistique intéressante, 95% des gens écoutent la radio au moins une fois par semaine. Quand même. Donc, presque 100% des gens, c'est ça, écoutent la radio au moins une fois. En moyenne, les Québécois écoutent 2,9 heures de radio par jour, tout Québécois confondu. Moi, ça m'a étonné, c'est ça. Moi qui pensais que la radio était en déclin, je trouve qu'elle est encore présente. C'est sûr que là, ça aurait été intéressant de comparer avec les chiffres de la radio, de la télé. Tu sais, combien d'heures les Québécois consomment la télé par jour? Selon vous, c'est plus ou moins? Je pense que c'est plus. C'est sûr que c'est plus. C'est ça que... Ouais. Je pense que ça doit être une question de tranche d'âge aussi. Ouais. Aussi, oui, c'est sûr que ça varie de tranche d'âge en tranche d'âge. Tu sais, j'ai l'impression que les baby boomers sont peut-être plus à la télé que nous, peut-être, les milléniaux. Mais je pense que c'est beaucoup aussi par le fait qu'on soit en mouvement, soit en train d'occuper une tâche ou peu importe, puis que la radio vient plus servir de bruit d'ambiance. Ça se fait de façon beaucoup plus passive que la télévision. Oui, c'est vrai, mais encore là, je trouve aujourd'hui, avec l'accessibilité qu'on a pour notre musique, le streaming de la musique, moi, j'ai tendance à mettre peut-être plus en background de la musique, mon Spotify, que une émission de radio. Puis, je pense que c'est ce qui fait aussi que les heures ont diminué, c'est que même si tu passes tout le temps de la grande écoute, mettons, de 6 à 9, là, si tu passes tout ce temps-là dans ton auto, il y a de grandes chances que tu mettes ta musique de toute façon, ou même, il y a beaucoup de gens qui en profitent pour écouter des podcasts. Donc oui, ils vont consommer un médium, comme on disait tantôt, traditionnel, mais pas de façon conventionnelle, fait que ça rentre pas dans les sondages de numérisme, par exemple, d'où mes chiffres proviennent. Puis je pense aussi que c'est pas pour rien qu'il y a vraiment un gros retour de la radio parlée. Oui. Puis des stations qui se transforment surtout en radio parlée. Mais je pense que c'est pas chez les podcasts, je pense justement que c'est plus le streaming. C'est la même raison pourquoi plus personne n'écoute Musique Plus. J'ai aucune christie d'idée ce qui passe à Musique Plus depuis je sais pas combien d'années. Ça existe encore? Effectivement. C'est ça existe encore. Ça, je le sais, mais ça a été acheté par Nouveau. Je crois qu'ils n'ont pas fusionné ensemble. Puis là, ils étaient supposés les rappeler Nouveau, mais ils l'ont jamais rappelé Nouveau. Okay. Mais le site web s'est rendu. En tout cas, c'est compliqué. Ouais, moi aussi, Mais là, je voulais en venir, mais c'est plus justement l'idée de. La tune que tu vas entendre, tu peux l'entendre n'importe quand. Là. Fait que oui, il en passe encore de la musique à la radio, mais je pense pas pour rien que les shows les plus populaires, c'est les shows parlés. Effectivement. Donc, très belle analyse de notre part. Et voilà. C'est ça. Fait que, en fait, je voulais savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez que la radio va être dans 10 ans? T'sais, si là, on en est rendu au podcast, comment vous voyez l'avenir de ce médium-là? Mettons, ce serait quoi la prochaine étape après le podcast? C'est une excellente question. La radio holographique. Vas-y, explique-nous ton concept, Samuel. C'est comme t'as un hologramme d'un vieux transistor. Mais vous imaginez qu'on pourrait faire un podcast ensemble, les 4 ensemble, sans se déplacer. On pourrait tous être à quelque part. On avec une faire, bonne qualité sonore. Oui, c'est ça. Toujours dans un souci de qualité. C'est là le débat. On pourrait le faire. Oui, c'est ça. On pourrait le faire, mais ouais. C'est comme le cul. C'est ça. Ou encore, on fait écouter à une intelligence artificielle la voix de Jacques Languirand pendant... Peut-être pas Jacques Languirand. Et on le ressuscite.
Je pense que Ça, c'est l'avenir de la Ouais, radio. je pense pas que t'as pris le meilleur exemple, ça. Pourquoi? Ouais, c'est ça. En tout cas, on... Peut-être je penserais à Guy Moffett, avant, qui est un... Je Je dirais pas- sais pas, vous irez voir dirais pas, ce qu'il a non. fait, là. Un très très bon animateur qui a marqué. On là, les aime plus quand le ils sont Québec. morts, on dit. Oui, c'est Ouais, mais non, pas Jean-Claude Guérin. T'as pas lu sa biographie. T'as pas entendu scandale qui sont sortis après sa mort, hein? Ouais, j'en ai entendu un peu. Ok, en tout cas. Fait que pour notre dernière émission à vie, on va remercier. Mais Non, mais ouais. pensez-y. Ben, tu sais, l'affaire cette de l'intelligence réflexion-là. artificielle. Ben, sans aucun doute, Ouais. intelligence artificielle va rimer, oui, avec C'est- radio. C'est sûr que ça va faire de plus en plus partie de notre quotidien. Ouais. Moi, je pense aussi, puis je voulais amener ça en terminant, la réalité virtuelle, qui va être de plus en plus accessible. Comment on peut imaginer ça avec le podcast? Je vous laisse réfléchir à ça, mais... Plus la partie vidéo, hein, c'est pas La des partie podcasts vidéo, c'est ça. ouais, mais. Ou que, tu sais, virtuellement, C'est- tu pourrais c'est participer à un podcast avec tes, Ou tu pourrais te tes sentir animateurs encore- préférés. Où tu pourrais te sentir encore plus. Oui, c'est toujours faire comme on partie de disait, la là, gang. exact, Là, dans tu as une une chaise, proximité, Ou t'as là. ta caméra. T'sais, Tu t'es assis autour d'une table, tu te dis sweet fuck off. Mais tu regardes le monde chancer. T'es comme elle, j'ai voix. Tu peux enfin assister à la soirée T'es encore jeune. Plus besoin de billets! Voilà! Mais ils ont Bon. fait ça. Ils ont fait une application pour à certaines 360. une couple de reprises, ouais. Mais ouais, en réalité virtuelle. Bon flash, bon Ben, flash. est-ce que, en terminant aussi, je suis curieuse. C'est vrai, je vous ai pas demandé qu'est-ce que vous consommez, vous, comme radio. Est-ce que d'abord, vous consommez de la radio? Non, Oui. juste en Ok. podcast. Fait que vous, juste la podcast, toi, dans ton auto, ça se peut-tu? Dans l'auto principalement, Radio-Canada. Un été que j'ai travaillé dans l'auto à peu près 5-6 heures par jour, donc j'ai Mon Dieu, un été consommé passionnant. oui, beaucoup de radio cet été. Ben, c'est vrai que de ce côté-là, oui, c'est passionnant. Mais ok, puis quel poste? Radio-Canada? Radio-Canada. C'est ça, Ouais. ok. C'est beaucoup pour les nouvelles, les chroniques, c'est beaucoup l'information. Moi, je consommais beaucoup, en fait, les médias papier avant, puis bon, les médias sous forme numérique aussi, là, mais les journaux, etc. Puis j'ai vraiment passé à la radio parce que je trouve que le format, il est vraiment plus... Quand on parlait de proximité tantôt, je me reconnaissais beaucoup là-dedans. Ok. Je trouve ça franchement agréable que quelqu'un m'explique les choses puis qu'il Oui. y ait une discussion qui se passe autour. T'as l'impression d'y participer sans avoir besoin d'y être ou sans demander en fait un effort de contact ou quoi que ce soit, juste de l'avoir de présent avec toi. Moi, je trouve ça vraiment rassurant. Fait que moi, j'ai beaucoup de plaisir à écouter la radio, parce que c'est vraiment la radio parler, puis les publicités, je tolère pas ça. Fait que mon choix par défaut... C'est Radio-Can. C'est ça. Ben, puis selon moi, c'est un des meilleurs choix. C'est ça, c'est surtout ce que t'aimes, c'est la radio parler. Moi aussi, là, tu peux la laisser à longueur de journée, puis tu vas en apprendre toute la journée. Ça va être différent. Parce que ça aussi, je trouve qu'avec maintenant les radios commerciales, souvent, ils ont de la misère à se différencier. Tu sais, c'est pas mal du pareil au même. Là. Ils ont souvent même les mêmes chansons qui passent pas longtemps après. Donc, voilà. Toi, Rose, non? Pas Consomme pas vraiment vraiment. Non, c'est ça. Ben, je pense qu'encore là, on peut associer le fait que ben, Samuel a une voiture et Marc-André et moi n'en avons pas. Donc, ouais, effectivement, la radio, c'est pas fort. Bon point, ouais, c'est ça. Chez vous, vous avez pas tendance à mettre ça. Vous allez Ben, pas... souvent, j'écoute des podcasts pendant que je travaille. Ouais, Fait ok. que ça va être là que je vais les écouter, ou plus sinon quand je me déplace en transport en commun. Mais non, j'aurais même pas le réflexe de me dire je vais mettre la radio. Ouais, je vais c'est aller ça. chercher tout de suite un contenu que je sais que j'apprécie. Que- Ben, c'est ça aussi. Effectivement, maintenant, c'est accessible. Fait que Ouais. pourquoi on le ferait pas? Ouais. Sinon, c'est ça. Tout ce que je fais, des fois, c'est mettre de la radio Internet, mais qui fait jouer que de la musique seulement. Ok, je pense c'est ça. Je pense à Morrow, entre autres, qui fait passer beaucoup de musique progressive, qui permet de faire découvrir beaucoup de bandes. Ça revient un peu au même que Spotify, dans le fond. Là. On n'en a Ok. pas parlé de ça, mais la radio Internet, avant justement, comme qu'est-ce qui était le streaming, etc., c'était une technologie qui permettait justement à peu près n'importe quel nobody ayant Oui. un ordinateur de diffuser de la musique Mhm. sur Internet. Donc les gens pouvaient se connecter à ces stations-là virtuelles. Donc, Je pense juste à une de tes préférées que tu m'as déjà parlé, qui est Radio Cochonnerie. Moi aussi, je pensais à ça. Je faisais juste penser à Radio Coche. Si vous voulez découvrir de la musique de Noël excellente, parce qu'ils commencent bientôt leur c'est rotation de vrai. musique de Noël, Radio Cochonnerie, faite par Étienne Forêt, entre autres, de DC et des Raies.
Exactement. C'est magique. Donc, c'est lui qui fait rouler ça dans son sous-sol. Donc, il a sa plateforme. Mais c'est ça, c'est encore une technologie qu'on utilise aujourd'hui, mais moins avec le streaming. Mais c'était justement ce qui permettait à certaines personnes ayant des goûts qui s'éloignent de la musique qu'on passe dans les stations commerciales que de découvrir justement un genre. Mais c'était des stations, en fait, où est-ce que très rarement on retrouvait de la parole, à moins que ce soit de la diffusion de podcasts, mais encore là, on se retrouve justement avec des formats enregistrés et on perd la notion du live là, avec ces radios-là. Effectivement. Donc voilà, merci de m'avoir reçu. Merci. Je vais juste rappeler que pour le bien de l'émission, on n'a pas pu aller dans les détails, mais si ça vous intéresse de le faire, vous et vos auditeurs, je vous rappelle que le livre s'appelle « L'histoire de la radio au Québec, information, éducation et culture » de Pierre Pagé. N'hésitez pas à aller vous procurer ça dans la bibliothèque la plus proche de chez vous. Eh oui. Ève, merci énormément. Merci. C'était super intéressant comme émission. Je pense qu'on a eu des belles discussions aussi. Ça va faire un show assez long, Oui, quand mais même. assez bon, je pense. Assez bon. Si ça rime, c'est toujours bon. On le sait, c'est de même que ça marche. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Podbean, Google Play, YouTube et depuis tout récemment sur Spotify. Donc, vous pouvez nous écouter en streaming aussi sur Spotify. Je vous rappelle aussi qu'on a une page Facebook et Instagram, donc très important de liker, de partager, de commenter. J'ai aussi oublié de le dire, mais sur Apple Podcast, c'est important de laisser 5 étoiles, des commentaires. J'ai entendu cette semaine que c'est vraiment les commentaires qui permettent de monter dans les algorithmes. Fait que c'est pas juste les 5 étoiles, c'est les commentaires, c'est ça. Peu importe le nombre d'écoutes qu'on a là-dessus, ils s'en foutent un peu. C'est vraiment les commentaires, le feedback que Apple veut. Comme on disait tantôt, ça serait le fun que la personne en Bélarussie se manifeste. Ouais, je veux savoir c'est qui ça. Particulièrement elle, commentez, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, peu importe qui vous êtes, je veux le savoir. En tout cas, ça m'intéresse. On a besoin d'amour. On a besoin d'amour, puis peut-être que toi aussi, si t'es pris en Biélorussie dans des conditions moins agréables, en tout cas, on souhaite qu'elle le soit, sinon, ça a l'air. En tout cas, j'aimerais ça y aller. Fait que c'est ça, on se revoit tout le monde la semaine prochaine. Je vais vous parler de nostalgie. Puis je pense que ça va être assez intéressant. Donc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Au revoir. Bye.